Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons débriefer et même débattre avec Lorané qui fait son grand retour sur la chaîne à la suite du débat avec Jack Le Fou sur le voile à la maternelle. C'est parti. De déverser. Au suivant. Cassis. Oui, Cassius, Dun, oui, dun, Cassius. dun, Bravo, dun, Cassius. dun, dun. Voilà, c'est ça. Bravo, Cassius. Imposer le voile étant petite, une fois, dès qu'elle quitte le foyer, qu'elle s'éloigne du foyer, elle l'enlève parce qu'il lui a été imposé. Et le problème, c'est que si tu autorises une fille à le porter très jeune, en fait, ça peut avoir deux répercussions. Soit, en fait, les parents vont l'imposer à la fille, et quand il y a une imposition, c'est que la fille n'a pas accepté directement de le mettre par elle-même, donc ils ont dû la forcer à le faire. Et tu as un autre cas, c'est que les parents, ils vont essayer d'endoctriner la fille pour qu'elle le mette par elle-même. Le premier cas, en fait, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui imposer, elle va le porter par la force. Dès qu'elle quitte le foyer ou bien qu'elle s'éloigne, elle va l'enlever. Le deuxième cas, il est beaucoup plus problématique. Et c'est quoi la statistique du coup, parce que tu as parlé d'une stat? La statistique, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport en fait à ce qui se passe en Angleterre et en Allemagne. En Allemagne, comme tu l'as dit, oui, il y a une augmentation du port du voile. Et mais par contre, il y a des statistiques en Allemagne qui démontrent que la majorité de l'immigration est turque et c'est une partie très islamisée. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, le voile est vraiment comme vraiment c'est un code social imposé. C'est-à-dire que puisqu'il reste entre eux, c'est ce que disent en fait les chiffres en termes de départage des ethnies par endroit, etc. La société, enfin, les immigrés turcs en Allemagne, ils restent beaucoup groupés entre eux. Très communautaire, ouais, je les ai connus. Je les ai connus, j'ai vécu à côté, j'ai vécu à la frontière de l'Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça fait un effet de croissance de cette population qui va amener à une augmentation du voile qui est déjà imposée dans cette ethnie. Plus cette ethnie va se reproduire, plus il y aura le voile qui va se reproduire avec. Mais ouais, c'est vrai. Mais alors, je vais revenir à ta situation que tu as décrite. Quand même, comme je l'ai dit, moi, il existe des phénomènes de résistance. C'est-à-dire, je te dis A, imaginons il y a 100 personnes, hein, je leur dis A, la lettre A, faites A. Ben, ils vont faire A. La majorité vont faire A. Je leur impose, hein, j'ai un peu de pouvoir sur eux, voilà, ce que tu veux. Et à un moment donné, ils ont, voilà, moi je disparais, je suis plus leur père. Eh ben, il y aura de la résistance. Il y en a qui vont dire et qui vont écrire B à l'âge adulte. Mais la majorité, ils auront écrit A. C'est-à-dire que j'enfonce, comme en français on dit, j'enfonce une porte ouverte. C'est-à-dire quand je dis quelque chose d'évident, tu peux pas me dire que en imposant le voile à des filles, eh ben elles vont moins mettre le voile. Non. Faut d'abord, tu peux me dire il y a des phénomènes de résistance minoritaires, que certaines, elles vont encore plus aller loin du voile parce qu'elles vont se libérer. Mais la base, faut dire la vérité, t'imposes le voile, tu auras plus de voile à l'âge adulte. Sinon, voilà, c'est un peu la base de l'éducation et de la religion. C'est pas pour rien que... D'où le fait que dans les propos de Jack, il n'a pas juste parlé d'autorisation du don. Et c'est là où je suis d'accord. Parce que juste autoriser le voile, ça sert à rien. Quand tu le dis, ça peut avoir plus d'effets néfastes. Je t'ai dit, il y a deux cas de figure. Soit ils vont l'imposer, soit ils vont endoctriner la fille pour le porter. C'est pour ça que Jacques, il a dit, il ne faut pas l'interdire, mais il faut combattre le dogme. Et c'est là où je suis d'accord. Mais ça, tout le monde est d'accord. Regarde, ça, je vais te donner en fait juste un point de vue. Non, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a un échange. Tu vois. Alors, c'est très intéressant. Je vais te répondre ce que j'ai dit à Arashkian. L'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi être binaire comme ça? Ce sont deux choses indépendantes. Interdire, autoriser, critiquer ou pas critiquer. Par contre, ce dont personne ne dit, et c'est très bizarre là-dessus, sur ce point, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un petit peu déconnectés de la réalité. Quand on te dit il faut attaquer le dogme, parce que là, on parle de choses réelles. Là. On parle pas de moi, toi, sur TikTok. On parle
de Monsieur Seguin, prof d'histoire dans la ville de Verneuil, quelque part en France. On parle pas. Donc, quand on dit il faut attaquer le dogme, ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire que le prof, là, il va faire des cours sur Aïcha 6 ans. Ça veut dire quoi? Et c'est là, et moi, c'est là que j'ai envie d'intervenir les gens, de leur dire, mais allez au bout, dites-moi où est-ce qu'on va. Donc le premier point, c'est de dire, on peut faire les deux, il n'y a aucun souci, rien n'interdit. En fait, là, je peux te développer mon point de vue. Vas-y. Voilà, et je peux mettre en accord pourquoi il ne faut pas interdire. Vraiment, dans le développement de mon point de vue. Ça reste mon point de vue. On va poser en fait une base par rapport à s'attaquer au dogme. Parce que là, on parle de s'attaquer au dogme islamique. Et le dogme islamique, vis-à-vis de sa population de musulmans, on a un gros problème en France. Vraiment, en France. C'est que les musulmans de France, ils considèrent que la France, elle va s'attaquer à eux. Bon, la France est islamophobe, elle essaie de détruire l'islam, détruire la religion, etc. Comme partout, sur cet avis-là, il est présent, même aux États-Unis, même au Canada, même en Angleterre. Mais pas autant qu'en France. Oui, c'est vrai. Quand je te dis pas autant, c'est bien plus. Ou beaucoup plus, bien plus. Oui. De ce fait, ça crée un effet qui est, on va dire, contre-productif quand tu veux t'attaquer au dogme. C'est-à-dire que tu as beau dire ou faire n'importe quoi, leur réaction de ces musulmans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Ils vont se créer une carcasse. Quand ils se créent une carcasse, tu ne peux pas t'attaquer au dogme juste par le dialogue. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils se créent une carcasse, ils vont traiter d'islamophobe, c'est bon. Ton discours, pour eux, il tombe à l'eau. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux amener autant d'arguments que tu veux. Ils te considèrent comme une islamophobe, tu essaies de t'attaquer à eux. Ils se créent une carcasse, ça sera un discours de sourds. Je te pose juste une question pour développer. Je te coupe juste la parole juste pour te poser une petite question pour que tu développes un peu plus. Quand tu dis s'attaquer au dogme, etc. Encore une fois, moi je demande aux gens là-dessus qui disent ça. Quand on parle de là, encore une fois, on parle pas de TikTok. On parle des écoles. Ça veut dire quoi? Comment tu t'attaques au dogme à l'école? Et on va prendre un contexte où voilà, ils sont pas trop énervés, on va dire. Là, je vais même te donner mon développement que j'ai déjà fait. J'ai même écrit ça en réfléchissant à cette même question. Comment t'as écrit un article, tu pourras me le partager? Pas un article, je l'ai écrit à la main quand je réfléchissais à des procédures pour vraiment essayer de limiter ce dogme vraiment au maximum, ou bien de le réduire. Il s'aperçoit que d'après ce que j'ai vu, d'après quelques recherches que j'ai essayé de faire, j'ai surtout étudié, je te l'ai déjà dit, je pense, dans mon témoignage, je suis un grand fan d'Edward Bernays, de son livre Propaganda, etc. Et avec ces travaux, tu peux en fait utiliser quelques, on va dire, quelques notions très intéressantes. Par exemple, dans ce cas-là que tu m'as donné, les petites filles à l'école, comment on s'attaque à ça? Il ne faut pas interdire, justement. Il faut voir c'est quoi la source du problème. La source du problème, c'est qu'il y a des petites filles qui portent le voile. Dans deux cas de figure, soit il est imposé par les parents, soit elles vont le porter par eux-mêmes. Mais comment elles vont le porter par eux-mêmes alors que c'est des petites filles? Normalement, une fille de 4, 5, 6 ans, même jusqu'à 8, 9, bref, c'est une petite fille. Normalement, elle a des notions limitées. Mais il y a une notion qui est là depuis l'enfance, c'est vraiment de faire comme les autres. Et c'est là où je te dis que autoriser, mais sans faire autre chose, ça ne sert à rien. Dans le sens où si tu autorises et que tu as une commune où dans une école, il n'y a que des petites filles musulmanes, elles vont toutes être voilées. Parce qu'elles peuvent le faire, elles ont le droit de le faire. Leurs parents vont en profiter pour essayer de les pousser à le faire. Et donc, ça va faire un effet de mode à l'école. Ça va faire un effet de discrimination. C'est-à-dire que les petites filles qui ne vont pas le porter, qui sont musulmanes, vont être pointées du doigt. Et ça, les enfants, en fait, ils s'adaptent à ça. Ils font comme les autres pour rester dans le moule. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je me permets juste de couper juste un tout petit complément, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, je trouve, c'est une donnée un peu perdue, c'est la donnée du terrain, en fait. C'est qu'en fait, si par exemple, je prends un exemple des États-Unis, où je vais avoir des musulmans qui sont disséminés un peu partout, mais pas ghettoisés.
Parce que tu Exactement. peux même, peu avoir la quantité de musulmans, la proportion totale. Si tu as tout le monde dans le même endroit, eh ben, il n'y a pas les mêmes effets Exactement. de Ça. masse que tu peux avoir avec la même quantité, mais disséminée partout. Exactement. Ça, Et c'est le nous, plus en France, on a des raisons de trucs. Tout simplement, ça porte un nom, 3 lettres, A, Shell, M. Voilà. important. Et en fait, les HLM, ce sont des logements sociaux. Il y a des villes où il y en a beaucoup plus. Et des villes, c'est quasiment que des HLM. Ça s'appelle des cités, en fait. Et nous, on appelle ça, avant, on appelait ça même cité minière. En fait, c'était des endroits où tu n'avais que des bâtiments type HLM construits dans l'unique but de loger les Maghrébins. Voilà, les étrangers, les Italiens, les Portugais. C'était pas C'était des mines. vraiment dans le seul but de loger des Maghrébins, en fait. Ce qui s'est passé, c'est une grande erreur d'urbanisme. C'était un modèle qui a déjà été testé dans les colonies françaises. C'est des bâtiments qui pouvaient, en fait, supporter énormément de gens, où ils étaient construits de faire en sorte que ces gens-là avaient tous les besoins nécessaires vraiment dans le bâtiment ou bien aux alentours. Et c'est ça qui a créé le concept de banlieue. Et ce concept-là, il a été amené en France bien avant les premières vagues d'immigration. Il était destiné justement à la classe ouvrière ou bien la classe sociale pauvre. C'était des Français qui habitaient là-bas. Et après, quand la vague d'immigration est venue prendre le relais sur ces postes-là, et donc ils étaient justement dans la classe sociale pauvre, au début, bon, c'était bien pire que ça, hein. C'était des baraques construites à l'arrache, etc. sur place. Et après, ils ont été logés dedans. Mais donc, oui, on s'est retrouvé avec des cités et des banlieues remplies majoritairement que de Maghrébins. Et ce que ça a fait, en fait, il y avait des cités, beaucoup de cités où il y avait que des Maghrébins. Il y avait quelques cités où il y avait des Portugais aussi, des Italiens. Et après, on a eu les premières vagues asiatiques. Mais oui, cette notion, en fait, elle est vraiment, pour moi, la déterminante même. Donc, parce que je reviens à mon exemple, je t'ai dit, quand tu as une école qui est proche d'une banlieue, tu as de grandes chances que les enfants vont être majoritairement de cette banlieue-là. Et quand tu as des banlieues de maghrébins musulmans, les enfants qui vont y aller, ce seront des enfants maghrébins musulmans, ou bien des petites filles maghrébines musulmanes, qui vont en fait être par effet de mode, je te dis par effet de mode, dès que quelques parents vont convaincre des filles à le porter, en fait, ça va faire comme un effet exponentiel. Et que ces filles-là, Exactement. voilà. Et, Et il y aura même des effets pervers, pas que des effets de mode. Il y aura aussi des phénomènes d'harcèlement. C'est-à-dire que dans un endroit où il y a des filles qui portent tout le voile, la fille dont les parents ne l'auront pas porté, eh bien, elle va être ostracisée, harcelée. D'ailleurs, c'est le cas d'une. Il y en a une qui est passée sur France 3. Ils en ont parlé. Tu tapes Apostat France 3, et ben il te raconte, une fille, il te raconte qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle en a chié. Je pense que tu as dû le voir ce reportage parce qu'il était un bien peu. Sûr, bien sûr. Et par exemple, dans ce cas de figure, Celui-là. il y a en fait il y a même deux phénomènes. C'est qu'il y a l'harcèlement à l'école, genre par rapport à la fille qui est en fait en dehors du troupeau. Et en fait, s'il y a en fait un tel événement, ça peut même amener genre dans la cour des adultes. C'est-à-dire, tu as des familles maghrébines, ils vont aller voir la famille ou bien le père de cette fille-là qui porte pas le voile pour le convaincre de lui imposer au monde. Ah oui, ta fille ne porte pas le Exactement. voile. Voilà. Exactement. Si tu permets, je diffuse rapidement celui-là, c'est très court. Il arborait fièrement ce qu'on appelle une barbe d'islamiste. Son épouse était vêtue du niqab. Il est venu en disant que si je ne retenais pas mon enfant, il allait la brûler vive et qu'après, on allait s'occuper de moi. Noureddin porte plainte. Il se sent menacé. Surtout que depuis la rentrée, cette famille de musulmans radicaux harcèle aussi sa fille. Au collège, les insultes sont devenues quotidiennes. Le fait qu'elle s'était les cheveux en blond, un peu un blond cuivré, donc ça déplaisait à cette camarade qui l'insultait de sale française. À un moment donné, elle laissait sa chemise ouverte, elle lui disait c'est pour plaire aux garçons, sale pute, sale française. Noureddin et sa femme sont athées. Ils n'ont jamais pratiqué la moindre religion. Et ils en sont convaincus. C'est bien pour cette raison que leur fille est prise pour cible. Notre enfant. Ouais, c'est le cas de figure, oui.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas de figure typique. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas été maghrébins, ils n'auraient pas été agressés. Ils n'auraient pas Non, été harcelés. non. Et donc, on leur dit, vous devez rentrer dans le rang parce que vous êtes des maghrébins, donc vous, on vient vous voir. Et donc, C'est il y a donc, voilà, c'est les phénomènes dont on parlait. c'est un Et phénomène. inversement, moi, pour l'avoir vécu en France, même les non-voilées s'habillent différemment parce qu'elles subissent une pression, un harcèlement qu'elles ne subissent pas. Et vraiment, je le maintiens. Pour avoir vécu dans des endroits, voilà, les endroits où le voile est courant, le harcèlement sexuel est courant. Et de toute façon, il va de pair jusqu'au hadith de révélation du voile. C'est-à-dire, Bien le sûr. hadith originel de révélation du voile, et même le verset, et il est lié à une pratique de harcèlement. Je le cite de tête. Ils te disent, au prophète, voile tes épouses, etc. Ça, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Cela sous-entend qu'on peut offenser celles qui ne seront pas voilées. Par rapport à ce hadith-là, juste pour te donner le contexte de ce hadith, les raisons de cette imposition, quand il dit de ne pas être offensé, il parle en fait, c'est un fait historique. À l'époque du prophète justement, il y avait justement les libres, il y avait les femmes libres, il y avait des femmes esclaves. Et le problème, d'où la révélation de ce hadith, selon le contexte historique, c'est que les femmes esclaves, vraiment, elles étaient traitées vraiment comme des moins coréens, vraiment des objets sexuels, tu pouvais en faire tout ce que tu voulais. Et ce qui nous a donné un phénomène, c'est que des fois, des femmes libres ont été prises pour pour des esclaves, et donc elles ont été offensées par, bon, j'imagine, par des attouchements ou bien des désordres à caractère sexuel, etc. C'est pour ça qu'il y a eu en fait une imposition de ce voile-là pour en fait différer les femmes esclaves des femmes libres. Et ça venait aussi d'un truc en fait encore plus ancien, c'est que le voile il existait déjà avant dans cette région, chez les Perses par exemple. Et le voile, au début, c'était juste pour se protéger la tête. Et ça, c'était pour les hommes et les femmes, pour se protéger la tête du soleil dans ce désert. Et donc, ce voile-là, il a été imposé. Il avait comme objectif déjà de différencier les femmes esclaves et des femmes libres. Et surtout, car le voile, à cette époque, on peut considérer ça comme un bien que les esclaves ne pouvaient même pas se le permettre. Tu vois, c'était un tissu, on va dire, qui coûtait assez cher à l'époque. En tout cas, j'imagine par rapport aux ressources, au prix des ressources à cette époque, la laine et le tissu, etc. C'était, on va dire, une ressource qui était chère. Donc, c'était un moyen, en fait, de prouver un certain statut social qui a pour but de différencier les femmes esclaves des femmes libres. Voilà. Oui, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que Omar il a frappé une femme esclave parce qu'il l'a vue voilée. Et d'ailleurs, je complète en disant que en fait, même cette différenciation était présente dans le paganisme, c'est-à-dire que les prostituées, précisément, n'avaient pas le droit au voile en fait. Donc, et même les esclaves. Donc, du coup, en fait, l'islam là-dessus n'a rien inventé et les païens ils avaient déjà tout ça. Alors, attends, non, je crois qu'il va arriver. Oui, du coup, on en revient parce que du coup, je me permets de te demander de poursuivre, en fait, tout simplement, ton raisonnement. Je vais poursuivre un peu vite parce qu'il me reste 4%. Donc, dans mon raisonnement, pour combattre en tout cas ce phénomène du voile, il ne faut pas justement juste interdire le voile. Parce que ça, en fait, ça va créer déjà cette carapace-là qui va en fait faire en sorte que les musulmans vont encore pointer du doigt le fait vous vous attaquez à l'islam, vous vous attaquez à ci, et quand en fait eux ils sont persuadés que tu fais tout pour détruire leur religion, ils vont faire tout le contraire justement comme un acte de résistance, et ça peut avoir des répercussions. Mais on va pas développer ça. Je vais développer ça. Comment régler cette histoire? Pour moi, le seul moyen efficace, vraiment, disons un des moyens, je vais pas avoir l'audacité de dire, je vais pas avoir l'audacité de dire c'est le seul moyen, mais un des moyens efficaces qu'on peut voir,
c'est vraiment pas de dissimuler, mais de diluer en fait, ce phénomène. Comment le faire? C'est qu'au lieu de regrouper toutes ces filles musulmanes, ces petites filles musulmanes voilées au même endroit, qui va créer cet effet de mode et donc une impossibilité que le voile en fait soit retiré par une des filles, même si elles n'en veulent pas, ou bien qu'elles trouvent ça, je sais pas, dégradant, ou bien pas, elles se sentent pas à l'aise dedans, etc. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'il y a cet effet de mode, et si elles le font, eh ben, elles vont être traitées, leurs familles vont être traitées, elles vont être harcelées, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regrouper une minorité de petites filles musulmanes dans une école, on les diluer dans plusieurs écoles, où, en fait, la pratique du voile n'est pas en fait courante, n'est pas à la mode. Comme ça, ça va créer l'effet inverse. C'est que ce sera ces filles-là qui se sentiront exclus dans cette... Je me permets d'enchaîner juste sur un point. J'ai bien compris ton point, mais je vais y répondre juste après, mais je te demandais de développer juste sur un point. Et c'est toujours le point le même, hein, que moi je retourne à tous ceux qui me disent il faut attaquer le dogme. Comment on attaque le dogme? Attaquer le dogme, ça peut se faire en fait soit par le dialogue, soit par en fait pas dialoguer, mais directement en fait venir montrer les arguments en mode je viens de te montrer en fait d'accord, mais on est d'accord que excuse-moi, je vais vite parce que tu as 4%, hein, je me permets un peu de te couper, histoire d'aller vite, parce que j'ai peur que tu disparaisses là. Concrètement, on est d'accord que c'est impossible en fait d'aller critiquer l'islam à l'école. Est-ce qu'on est en France, je parle. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Donc, quand on dit attaquer le dogme, c'est-à-dire que c'est là tout ce qu'on vient de dire, le voile, le hijab, les putes, les prostituées, tout ce que tu veux, les esclaves. C'est pas une impossibilité. C'est pas une impossibilité dans le sens il faut faire tout le contraire de ce que essaye de faire justement la catégorie frériste ou bien salafiste. Comme ce qu'il s'est passé par exemple dans l'éducation en Algérie. Attends, comment ça, c'est pas une impossibilité, Vraiment, je vais développer sur ça parce que là, il y a 2%. En fait, en Algérie. Oh là là, dommage. Je peux charger un peu et revenir hein, si tu veux. Vas-y. Comme ça, parce que c'est un point très important. Ben oui, c'est important, c'est très intéressant. Mais pour, on va dire, vulgariser la chose, en Algérie, dans le système éducatif, il y a des points, vraiment, des points noirs par rapport à l'histoire qu'on nous enseigne. On ne nous enseigne pas comment l'islam est venu, qu'il y a eu en fait des guerres, qu'il y a eu une résistance, que quand l'islam est venu, c'était pas pour la paix, c'était pas vraiment dans la joie de vivre et le monde des bisounours. Il y avait un contexte de guerre et un contexte, on va dire, d'étrangers qui vont venir coloniser justement une terre et imposer une religion, une idéologie. Donc pour moi, ça peut s'attaquer au dogme, c'est déjà vraiment de parler de son histoire en elle-même sans parler du dogme. Parler de l'histoire du dogme. Et l'histoire du dogme, l'avantage que tu peux avoir, c'est que tu peux utiliser le dogme en lui-même qui raconte son histoire merdique. Parce que toutes ces histoires de guerre, d'attaquer, la jizya, imposer la religion, tout ça existe dans le dogme, dans des hadiths et dans des versets. Donc, tu peux en fait raconter cette histoire en utilisant le dogme, comme ça tu t'éviteras on va dire les arguments en mode oui mais ça c'est des histoires, c'est des historiens, c'est pas vrai, ou bien comment tu veux le prouver. Non, mais encore une fois, excuse-moi Brahim, encore une fois, moi ce que je te demande c'est de revenir au réel. Tu me parles d'Algérie, d'attaquer le dogme, moi je te parle de Monsieur Seguin. Voilà, moi je veux que tu me dises, monsieur, c'est-à-dire le réel, quand tu me dis que c'est pas impossible d'attaquer le dogme. C'est ce que je te dis, c'est que quand je te parle de l'Algérie, ça va de soi pour partout. Tu peux enseigner l'histoire de l'islam. Voilà. Oui. Donc, tu peux l'enseigner. C'est déjà fait, hein. C'est fait déjà. Oui, ça se fait. Non, mais quand je te dis enseigner l'histoire, c'est vraiment de montrer ce qui s'est réellement passé. C'est pas en mode l'histoire, il y a eu les prophètes, il y a eu ça, il y a eu... Non. Après le prophète, il y a eu des califes. Ces califes-là se sont attaqués à d'autres tribus.
d'autres régions, qu'ils ont commencé à faire les futuhat islamiques, les ouvertures islamiques, comme ils aiment le dire. Et il faut dire que ça s'est fait avec des épées, vraiment en faisant couler du sang, en faisant des esclaves, en imposant la religion, en tuant des gens. Voilà. Je vais en rester là pour l'instant. Voilà, de toute façon, on va pas rester longtemps. Donc, je résume. Moi, là, on est dans les trucs concrets, quoi. Enfin, vraiment, là, on est dans le concret. C'est une histoire d'urbanisme, de ne pas concentrer des ghettos, de les diluer pour éviter les phénomènes de foule. Et sur le programme, de raconter que l'islam a grandi par l'épée, véritablement. Les histoires des califes qui se sont défoncés la gueule entre eux quand le prophète est mort, notamment. Et dans l'histoire de l'islam, d'en faire sa critique en quelque sorte. Que j'ai bon. Bien résumé. Ouais. Oui, en vrai, les critiques, pour moi, c'est un bien grand mot. Vraiment, tu n'as pas besoin de faire une critique de l'islam pour t'attaquer à son dogme. L'islam, juste par lui-même, il y a assez d'éléments vraiment qui le compromettent. C'est-à-dire que le souci comme vraiment par rapport à toute l'histoire de l'esclavage, des mariages, des petites filles, de la guerre, déjà dans la critique. Pour moi, c'est déjà dans la critique. Est-ce que tu vois, attends 2 secondes, est-ce que tu vois Monsieur Seguin parler du mariage d'Aïcha? C'est impossible, là, je suis vraiment nul, excuse-moi. Oh là, catastrophe. C'est impossible. Tu peux pas parler de ça. Il faut que tu te rentres ça dans la tête. C'est impossible. Il faut te dire un peu quand même, pas s'imaginer ce que je te dis. En France, tu as littéralement des profs qui ont du mal à raconter ne serait-ce que la Shoah, ne serait-ce que la théorie de l'évolution. Et toi, tu vas leur dire non, mais vous avez juste qu'à parler d'Aïcha. C'est impossible. Impossible. Ouais. J'ai pas dit qu'il faut. J'ai pas parlé qu'il faut. J'ai pas dit qu'il faut parler. D'esclavage, tout ça, de mariage. Si, t'as dit mariage. Ça, c'est. Bon, je t'ai donné des exemples qui compromettent l'islam par lui-même. C'est-à-dire que quand on parle de mariage des petites filles, d'esclavage, de jizya, mais attends, je peux pas juste te étayer la question. C'est pas. Est-ce que moi là, vraiment la question, le cœur du sujet, c'est ça. Si t'as pas mentionné ça dans cet ordre-là, moi j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il faut parler alors? Parce qu'on est tous les deux d'accord du coup pour le dire qu'on peut pas parler d'Aïcha. Les profs ne peuvent pas parler d'Aïcha. Est-ce que, pour moi, hein, en tout cas je sais pour toi, mais ils peuvent pas parler du mariage des petites filles. De dire qu'en islam c'est ok le mariage des petites filles, c'est impossible en France. Hein. C'est trop dans les détails. C'est que nous-mêmes, en tant qu'apostats, on a du mal à en parler avec des adultes. Bien sûr. On peut même pas. Alors des profs, c'est impossible. Ils vont avoir les parents, ils ont beaucoup de soucis. Donc, ce que j'étais en train. Moi, je t'ai juste donné des exemples qui compromettent l'islam par lui-même. C'est dans le sens où il n'y a pas vraiment de critique de l'islam. C'est-à-dire que moi, en tant qu'apostat, quand je vais débattre avec un musulman, je ne vais pas critiquer. J'ai compris que c'est un astro. Mais moi, je suis une catastrophe. Je suis désolé, je suis une catastrophe. Il va falloir que je couperai, t'inquiète pas. J'ai compris, Ibrahim. Mais en fait, moi, là, vraiment, moi, je veux que tu me dises, tu me donnes ta feuille, là. Tu vois, ta feuille où tu as écrit, tu me dis, voilà, on fait ça. Me dis pas, oh, voilà, moi, je veux vraiment la réponse là-dessus, sur l'école. Qu'est-ce que fait Monsieur Seguin? Alors, Monsieur Seguin, il doit parler de l'histoire des 3 religions abrahamiques. Parce qu'il y a des histoires qui se concordent, il y a des histoires qui se complètent, il y a des éléments dans le christianisme qui sont repris du judaïsme et des éléments de l'islam qui sont repris du christianisme et du judaïsme et du zoroastrisme et des religions. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est une histoire de religion. Il faut enlever, surtout aux enfants, cet aspect idolâtre de la chose. Parce que c'est ça qui fait de l'endoctrinement. C'est qu'on va enseigner à cet enfant-là, dès le plus jeune âge,
à idolâtrer sa religion comme étant une religion parfaite, qui se différencie des autres religions parce que c'est la religion de la vérité. Ils ne donnent jamais d'éléments. Pourquoi? Si là, Ah, c'est la religion de la vérité. là, je te rejoins. Tu sais, les mythes sumériens et d'expliquer en fait que, tu vois, le christianisme, le judaïsme, l'islam a pris sur le christianisme, qui a pris sur le judaïsme, mais qui a pris aussi, tu vois, tous les mythes, tu vois, de l'arche de Noé, Jésus qui marche, Ah oui. qui ont été pris sur des mythes païens. Et là, pour le coup, je pense que c'est de l'ordre du faisable, de dire, on va parler des mythes sumériens. Un tel, alors je sais plus, je connais pas, même moi-même, je connais pas les détails, mais qu'est-ce que j'ai comme exemple? Je sais plus, franchement, je sais plus. Mais voilà, et de dire en avance, on va arriver, comment on est arrivé aux religions aujourd'hui, progressivement, et qu'il y a un lien. Là, franchement, moi, je dis, c'est faisable. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est vraiment de parler des religions, surtout des trois religions, on va dire, abrahamiques, Mm. comme étant en fait une histoire, leur histoire. Comme ça, les enfants, ils peuvent s'apercevoir que leur religion, ou bien la religion de leurs camarades chrétiens, c'est du même ordre. C'est à des temporalités différentes, c'est à des endroits, on va dire, un peu différents, mais ça reste quand même des histoires. Et quand tu racontes à un enfant, tu vas commencer par l'histoire du judaïsme, on va dire un enfant qui est musulman. Tu racontes l'histoire du judaïsme dans sa tête, c'est une histoire, c'est des légendes, ça ne peut pas exister. Lui, il n'est pas croyant, il n'est pas juif. Après, tu vas dans l'histoire du christianisme, de tout ce qui s'est passé. Voilà. Pour lui, c'est toujours des légendes, etc., etc. Et là, dès que ça arrive sur l'islam, et bien là, il peut au moins avoir en fait assez de données ou bien avoir les ressources pour se dire, ça peut être aussi des légendes parce que c'est la même chose. C'est même repris de ces textes-là qui est, en premier temps, ta pensée de ces textes-là comme étant des fables et des légendes. Tu vois, ça ne peut pas exister. Je te mets le programme actuellement en cinquième. Moi, je pensais que c'était, il me semblait qu'à mon époque, en cinquième, il me semble qu'on. Ah non, c'était en quatrième qu'on abordait l'islam. Ah oui, c'était en quatrième. Là, tu vois, du coup, c'est intéressant parce que là, du coup, là, tu as la cinquième. Tac, tac, tac. Christianisme. Et en fait, on avance progressivement. Christianisme, Byzance, société, pouvoir politique, l'Occident féodal. Donc, et la naissance de l'islam et la prise de Bagdad. Tu vois, tu as le lien. Chapitre du thème Byzance et l'Europe carolingienne. Naissance de l'islam et la prise de Bagdad par les Mongols. Ah oui, ils font même la prise de Bagdad par les Mongols. Pouvoir, société, culture. Ouais. C'est un peu ce qui est fait actuellement. Franchement. On fait vraiment en commençant, tu fais dans l'ordre en fait. Tu vois. Là, on voit la partie christianisme et islam ici. Pour le... Et pour, on va dire, pour, on va dire, vraiment amener à une critique de l'islam, c'est qu'il ne faut pas, en fait, s'adapter à ce que les musulmans veulent entendre. Absolument pas. Tu fais le contraire d'une critique. C'est-à-dire que tu vas alléger, adoucir ou bien lisser la chose pour que ça ne soit pas offensant ou bien ça voilà, leur sensibilité. Il faut absolument faire le contraire, c'est-à-dire, il y a eu des croisades, on parle de ces croisades, c'était pas bien. Voilà. Il y a eu des futuhat islamiyya, genre quand les musulmans eux-mêmes ont fait une sorte de croisade, les conquêtes islamiques, il faut en parler aussi. Il ne faut pas se cacher comme ce qu'ils font en fait dans les pays musulmans. C'est-à-dire quand ils te parlent des conquêtes islamiques, c'est en mode, vraiment, ils ne parlent absolument pas de guerre. Il ne parle absolument pas de jizya. Vraiment, quand il parle, par exemple, il y a une idée reçue qu'on apprend à tous les enfants musulmans, c'est que dans l'islam, les musulmans n'ont fait que se défendre. Ils ne font pas, en fait. On n'a pas fait le même cours d'histoire. Moi, la jizya, je l'ai faite au collège. La jizya, je l'ai fait, moi, au collège, en France. Et les conquêtes islamiques, le principe du djihad, c'était marqué dans mon livre d'histoire. C'est pour ça que j'essaye, en même temps que je te parle, de trouver le cours. Ça s'appelle. Qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui, tu vois. Mais moi, je t'assure que la jizya et le djihad, c'était marqué. Les conquêtes. Parce que du coup, c'est vrai qu'en Algérie, c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue.
C'est qu'en Algérie, d'ailleurs, je crois même les fotohat, ça veut dire les ouvertures. Pour les gens comprennent aussi, Oui. c'est qu'on leur dit que ce ne sont pas des conquêtes, c'est des ouvertures. C'est comme si ils étaient dans les ténèbres et on leur a ouvert la lumière, on les a ouverts à la civilisation, en fait. Bon. Et Donc, alors, mais moi, de mes souvenirs d'histoire, non, vraiment, on parlait de djihad, de conquête, de jizya. On nous l'a expliqué, hein, moi, la prof d'histoire m'a expliqué ce que c'était que la jizya, que c'était pour les chrétiens, et qu'en échange, il y avait des histoires de se défendre par rapport à l'armée, et qu'ils n'avaient pas besoin de payer la zakat, des trucs comme ça. Vraiment, ils sont allés assez loin. Et attends, du coup, je vais regarder là, vite fait. En même temps que tu parles, vas-y, je t'en prie, continue. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il dit dans le programme. en fait, ce qui peut être encore plus efficace, c'est bien d'enseigner ce que c'est la jizya, le djihad, etc. Mais il faut parler de l'histoire, comment ça a été utilisé, qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a amené? C'est simple. Ça a amené à l'islamisation du Moyen-Orient jusqu'au Maroc, jusqu'au, on va dire, l'Afrique du Nord. Donc, en fait, il y a on va dire, cet aspect de la jizya, oui, ça existe, etc. Mais il faut en plus étayer ton propos par le fait que ça a été utilisé pour apporter l'islam à ces régions-là. Il faut parler de comment ça s'est fait. Quand, à chaque endroit où les musulmans sont passés, il y a eu des guerres, ils ont tué des gens. Alors, c'était des gens qui étaient, on va dire, étrangers à ces endroits, ces musulmans. T'arrives à lire là? Je sais pas si tu le vois, le texte que j'affiche. Attends, c'est les Juifs et les... C'est là. C'est aujourd'hui, c'est le Juifs. programme là, 2016, c'est le livre de 2016. Ouais, mais je pense que ça peut être le même aujourd'hui. tu vois. Donc là, Alors, les devoirs du calife, maintenir la religion, exécuter les décisions, protéger les pays de l'islam et respecter les abords, que la population puisse gagner son pain, combattre ceux qui, après avoir été invités, se refusent d'embrasser l'islam. Ça, c'est intéressant aussi que toi, tu vois aussi comment l'islam est anti, parce que toi, tu n'as pas eu c'est ça, en fait. Toi, on t'a dit, voilà, ils se défendaient, tu vois, je t'ai dit, ici, ils disent vraiment combattre. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris, et je suis content de le voir qui c'est encore aujourd'hui, et même pour moi, c'est une redécouverte. Quand je te disais que le djihad était affiché dans le programme d'histoire aujourd'hui, là, tu vois, on te dit vraiment que l'islam, qu'il faut combattre les autres religions. Et là, tu as la jizya. Les juifs et les chrétiens des territoires conquis peuvent continuer en échange du paiement d'un impôt. Tu vois, est-ce que ça t'étonne? Écoute, ça doit t'étonner, non, en tant qu'Algérien, parce que toi, on te parle de trucs de défense et tout, et là, tu vois en France, on te dit, oh non, ils attaquent tous ceux qui refusent l'islam. c'est qu'on me parle de se défendre, etc. En plus de ça, on ne parle jamais de l'histoire de l'Algérie avant l'islam. C'est comme si ça n'existe pas. Oui, Parce qu'en parlant... réaction, là, qu'est-ce que tu en penses là? Est-ce que tu t'y attendais à voir ça aujourd'hui dans les livres d'histoire en français? Est-ce que... Alors, ça ne me choque pas dans le sens où moi j'ai étudié dans un pays musulman et la France c'est un pays laïque, donc c'est normal que en fait ils peuvent se permettre, ils ont le droit, ils doivent faire ça, c'est enseigner en fait ce qu'il y a à enseigner. Il faut pas censurer justement cet enseignement. Donc oui, ça me surprend en quelque sorte, c'est que il y a des choses qui se font malgré ça en France, mais c'est pas en fait le terme de baisser son froc face à ces ethnies-là, ou bien à ces idéologies-là, ou bien à ces dogmes-là, comme on le pense. Donc, il y a des choses qui se font. Mais je pense que si on voit ce n'est pas efficace, ça, en fait, ça peut rejoindre d'autres phénomènes. Mais là, c'est de l'ordre familial. Parce qu'il ne faut pas oublier le principe de la discussion, hein, c'est de se dire que l'école va apporter un enseignement critique de l'islam suffisant pour surpasser l'éducation religieuse, l'endoctrinement religieux des enfants. Donc il faut y aller, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que tu vas dire qu'en fait il y a eu le djihad en islam et qu'il y a eu la jizya et qu'en fait chaque religion descend d'une autre. De toute façon, tous les musulmans ils le savent et ils te disent bon oui, il a descendu des autres, voilà. C'est juste que les religions sont parties en cacahuète et que l'islam est venu rétablir la vérité. Ça suffit pas. C'est-à-dire que moi, si tu veux vraiment, je m'imagine moi-même en tant que... Je me rappelle comment j'étais à l'époque quand j'étais au collège. Si tu veux me désendoctriner, c'est pas avec ça que tu vas me désendoctriner. Hein. Il faut vraiment y aller au forceps.
Et Il y a un truc qui, on va dire, en fait, rend tout on va dire, cet enseignement totalement inefficace. Vraiment, il y a juste un petit souci de rien du tout, mais qui détruit tout. En fait, ces éléments pour empêcher l'endoctrinement. C'est que je te donne, par exemple, un cas de figure. Un enfant qui vit en France, il est issu d'une famille musulmane et maghrébine. Il va à l'école, on va lui enseigner ça sur sa religion. Oui, il y a le djihad, il y a le jizya, il faut combattre les autres religions, etc. Alors, il y a un avant, il y a un après. Déjà, tu as des familles qui disent littéralement à leurs enfants, ne croyez pas s'attaquer à ta religion, etc. Il y a ce premier cas de figure. Deuxième cas de figure, encore pire. L'enfant va apprendre ça, c'est dans son programme. Il va aller chez lui, il va dire ça à ses parents. Oui, moi, on nous a enseigné. Est-ce que, papa, maman, est-ce que c'est vrai que dans l'islam, on doit tuer d'autres gens? Le père, il va lui dire quoi? Non, mais en fait, ce n'est pas comme ça. Enfin, s'il se défendait, ah non, en fait, il faut pas que tu te fasses avoir, il te raconte pas, il te raconte des conneries, etc. Et ça, en fait, ça va bloquer tout l'endoctrinement, même ce que ça va faire l'effet contraire. Parce que l'enfant, il va croire ses parents. C'est eux, en fait. non, mais Voilà. après les choses. Attends, j'ai un petit retour. Un petit retour son. Ouais. Je sais pas si tu peux mettre des écouteurs. Parce que je l'entends. Je l'ai au parleur peut-être. En attendant, je meuble. Ce que je veux dire, c'est que regarde, c'est assez intéressant. L'essor d'une brillante civilisation. L'islam et la langue arabe donnent à son empire une unité. Le musulman obéit aux paroles d'Allah et inscrit dans le Coran. Pour se purifier, il applique les 5 piliers de l'islam et il respecte le djihad. Et en plus, ça a été souligné, tu vois. Alors, c'est vraiment le mot. Ouais, donc c'est intéressant que ce soit toujours dans le programme. Et donc bah, effectivement, ce que disait Astro, c'est que. Laisse tomber. Moi, j'y arriverai jamais. Ce qu'il disait Ibrahim, c'est que justement, ben, même si tu leur dis ça, et encore, hein, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que quand il dit ça, moi, je suis persuadé qu'il y a des parents qui diront oui, l'islam s'est propagé par l'épée, et oui, on a fait des guerres, et c'est très bien, d'ailleurs, ils sont morts en martyrs. Et effectivement, voilà, mais c'est très bien, tu vois, c'est le bien, c'est pas des guerres méchantes, quoi, c'est des guerres pour l'islam, donc c'est bien. Et d'autres pour en dire que non, c'est des conneries, ils sont juste défendus jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à l'Espagne. Mais encore une fois, voilà, c'est très difficile de contrebalancer un endoctrinement religieux des parents. Juste avec ça, franchement, moi, franchement, je vous le dis, moi, ce que je pense, c'est que si t'as pas ce qu'on fait nous-mêmes, et même nous-mêmes, ça suffit pas. Hein. Attendez, moi, je vous rassure, hein, les gens. Nous ne sommes pas des monstres. Quand je dis non, des monstres, nous ne sommes pas des machines à faire apostasie. C'est-à-dire que moi, bien évidemment, il y a des musulmans qui peuvent regarder toutes tes vidéos, tout cacha, de trucs, et ils n'apostasieront jamais. Ça aussi, c'est important de dire. Et ça, c'est le maximum de ce que tu peux faire. On peut pas faire pire que ce qu'on fait. On peut pas faire pire. On fait tout. Des trucs de désacraliser en faisant des choses humoristiques, ce qu'on appelle le blasphème. On fait des trucs sur les variantes du Coran, hein, des trucs sur l'islamologie, surtout. Et même ça ne suffira pas pour la majorité. On parle d'apostasie. Mais concrètement, je pense pas que un gars va regarder nos vidéos et va se dire, bon, j'apostasie pas, mais j'arrête de prier, j'arrête le voile. Voilà. J'ai un doute. Et je dis, la majorité des gens on va pas toucher à leur foi. Une partie non négligeable, si effectivement on regarde vraiment nos vidéos, ce qui n'est pas le cas, hein. Forcément, quand tu regardes nos vidéos, c'est soit pour les contredire, soit parce que tu es un peu intéressé. Mais on va dire, imaginons les forces. Eh bien, ils n'apostasioneront pas. Alors, si, partant de ce constat qui est impossible, hein, c'est impossible qu'on puisse afficher ce Yanis Apostat Magie de Cacha à l'école, mais même si on faisait ça, ça serait quand même un échec. Qu'on n'y arriverait toujours pas. Bah, une fois que tu as dit ça,
Bon, il reste plus rien, hein. Et je voulais juste réagir aussi, avant que tu reprennes la parole, Astro, et que tu puisses répondre, sur le plan de l'urbanisme, très intéressant. Je le rejoins totalement, sauf sur un point, c'est que c'est fait maintenant. Aujourd'hui, la France, elle a fait ses erreurs là-dessus, comme d'autres pays l'ont fait, etc. Mais en particulier, là, ce qui nous intéresse, c'est tout le volet religieux, etc. Et les ghettos, même si on peut aussi parler, les ghettos ne sont pas un problème que uniquement religieux, ils sont un problème aussi social. Même avant d'être religieux, c'est avant tout un problème social. J'insiste là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est fait. Mais on peut pas prendre des gens et les jeter et dire, bah toi, on va te diluer. On va te balancer dans la campagne. Toi, Samir, t'as un prénom maghrébin. Là, c'est plus pire que la dictature, là. Ça dépasse. On peut plus. On aurait pu avant, mais là, on parle d'aujourd'hui. Et là, on peut plus. Vas-y, je te laisse, Astro. Vas-y, Brahim, plutôt. En fait, ça s'est déjà fait dans certains pays. Et le problème, c'est que juste ça implique des moyens financiers énormes. C'est que Il dit aussi, parce que là, t'es plus dans la démocratie, hein. Là, t'es vraiment t'es dans le dur, là. T'es en mode Franco. Je crois que Franco, il avait retiré les enfants de ses opposants, il les a mis, même si ça n'a rien à voir avec la religion, quoique, il les a mis dans des autres familles, en fait, justement pour qu'ils ne soient pas éduqués. Ah oui, mais donc t'es vraiment pour le faire en mode, voilà, on va forcer les musulmans, on va les faire. Ah, non, non. Parce que dans le pays, je pense qu'il y a un pays où ça s'est fait, c'était soit l'Islande, les Pays-Bas ou la Norvège, un truc du genre, c'était un pays nordique. Et la façon dont ça s'est fait, c'était absolument pas en mode bourrin, c'est que ils ont voulu en fait vider justement les banlieues en proposant en fait justement de les loger dans d'autres endroits plus attirants et en apportant une énorme aide financière pour ce logement. Ouais, ça c'est intéressant. Ça. Comme tu as dit, il faut beaucoup, mais il y a un truc à dire, c'est que si par là, tout à l'heure, on parlait de quantité et de possibilités, je te le dis, hein, parce que peut-être que tu connais pas, enfin, si je le sais, tu connais pas totalement la France. Aujourd'hui, en France, il y a, je vais dire, une forte quantité de musulmans dans les endroits, pas forcément les HLM, mais les endroits, je sais pas comment on peut appeler ça, résidentiels, voilà, ou en tout cas les grosses barres d'immeubles ou les immeubles tout court, même moyens ou même petits, dans littéralement toutes les villes de France. Donc en fait, il n'y a pas d'endroit où il y en a moins. C'est-à-dire que tu vas à Marseille, tu vas en trouver, tu vas à Paris, tu vas en trouver, même dans des petites villes, tu vas à Mulhouse, tu vas en trouver, et en fait, genre, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas beaucoup de musulmans ou quoi que ce soit, il n'y a pas de... Ils ne sont... En fait, en termes de nombre, même en termes de nombre, c'est compliqué. Je sais, pour la France, je pense que c'est même impossible de faire un plan. Ouais, franchement, mettre où, en fait c'est ce que je veux dire, c'est même pas... Partout, en fait, toutes les villes, c'est déjà... C'est qu'en fait, en parlant des apostats, surtout des apostats qui font des vidéos comme toi ou plein d'autres, je pense que dans le contenu apostat francophone, par exemple, ce qui peut apporter, c'est une réponse ou bien une certaine, en fait, une réponse, c'est-à-dire des éléments à certains musulmans assez ouverts d'esprit, ouverts à la critique, bien ou assez intelligents, pour pouvoir apostasier avec ça. C'est-à-dire en lisant des textes, en se rendant compte qu'en fait, il y a vraiment des éléments compromettants, bien qui sont néfastes, dangereux, incompréhensibles dans l'islam, et que ça va amener à une apostasie. Le problème, c'est que vraiment, quand tu l'as dit, ça représente une minorité des musulmans. Et c'est pour ça que je néglige absolument pas ce travail, bien au contraire. C'est un travail nécessaire parce que le changement à une société, tu ne vas pas commencer du bas vers le haut, tu vas aller vers le haut, puis vers le bas. C'est-à-dire que tu dois en fait justement mettre de ton côté les éléments vraiment intelligents, les éléments qui sont vraiment productifs, qui seront vraiment comment dire, intéressants à voir, des gens assez intelligents, des gens assez doués
et après, en fait, amener vers le bas. Bon, je pense qu'ils sont plus. Juste avant de passer enfin, sur le... De toute façon, je pense que bien évidemment que je te rejoins parce que bon, on était tous d'accord là-dessus. Sinon, moi, je me casserais pas la tête à faire une chaîne YouTube. Mais du coup, concrètement, quand même, on en revient juste pour finir cette histoire qui est vraiment cette discussion slash débat, échange sur le voile. En fait, moi, c'est ça que j'ai un peu jamais amené sur le terrain du concret, c'est qu'à la fin, bah, tu te retrouves face à un mur, en fait. Tu te retrouves face à un mur. Là, on est face à un mur. On se dit, il faut... Et en plus, d'ailleurs, on a parlé d'argent. Bah, concrètement, la France, on n'en a plus aujourd'hui. On a déjà du mal à loger des gens qui sont SDF. Alors, si reloger des gens dans d'autres endroits et reconstruire, alors qu'il y a déjà... tu vois, ça paraît totalement irréel, hein, vraiment. Tout ça pour qu'à la fin, Fatima, elle porte pas son voile. Là. Pas oublier hein, l'objectif. Tu vois, là, on en est là. Hein. Et bien évidemment, quand on dit juste pour ça, c'est pas pour mépriser. Mais c'est quand même à l'échelle du reste des problématiques qu'a un pays, c'est rien du tout. Quoi. C'est à la fin, je lui interdis, et puis c'est plus simple comme ça, c'est réglé. Je lui interdis, et puis voilà, si je veux pas le porter, bah, plutôt que de tourner en rond, de lui faire regarder du Ukasha ou de réfléchir à des trucs, à des détails, comment si ça, d'allonger, bah, coupe-lui le voile, et puis c'est tout. Quoi. C'est pas la solution parfaite. Attends une seconde. C'est pas la solution évidemment, on aimerait que le truc, mais ce que j'ai dit d'ailleurs sur le débat avec la Jable Fou, c'est que au bout d'un moment, elle a le droit aussi, ça. Faut aussi laisser cette liberté. Il faut se dire qu'il faut laisser la porte à ce qu'elle le mette, même si on estime que c'est de la merde, que c'est misogyne, etc. Et même s'il faut lutter contre les problèmes de mouvements de groupe, il faut le faire, hein, parce qu'effectivement, ils existent. Mais moi, j'aime bien la loi française là-dessus. C'est de dire, bah, les mineurs, non. Non, on vous stoppe, vous n'allez pas les trucs. Et après, à l'âge adulte, fais ce que tu veux. Et ce qui se passe, c'est que, bah oui, il y en a qui le remettent à l'université, mais elle reste très minoritaire. Et à aucun endroit, tu vois, la vidéo qu'on a vue sur les Anglaises, t'as vu, c'était quasiment du 100% de voile. Je pense... Imaginons qu'à l'âge adulte, allez, je vais être vraiment gentil, je vais dire la moitié elles vont l'enlever. Ou même, je vais même dire 70% vont l'enlever, je vais volontairement abuser. Elles vont retirer le voile. Toutes ces petites filles là qui portent voile dans des quartiers, etc., elles vont l'enlever. Et ben, on n'aura pas 30% des filles qui ne le portaient pas pendant 20 ans qui vont le mettre à l'âge adulte en France. On n'aura pas ça. Donc au final, on est gagnant sur l'échange. C'est qu'à la fin, même quand tu leur redonnes, entre guillemets, à juste titre, parce que cette liberté, je trouve, à l'âge adulte de porter ou pas, elles doivent l'avoir. Quand la France leur redonne, bah, au final, on est quand même gagnant, au final. Et c'est là où je veux... Là, je parle pas à toi, mais à tous ceux des fans en particulier de Jack Le Faux qui disent oui, nanani, il faut faire la critique de l'islam. Je leur dis, arrêtez de rire. On parle de profs, là. Les mecs, ils ont déjà du mal à faire le programme scolaire. Toi, tu veux lui faire parler d'Aïcha. En fait, c'est la fausse perspective de reporter ce que tu vis et d'oublier ce que les gens ne vivent pas. Toi, tu es sur TikTok du matin au soir, et je parle pas spécialement de Jack Loufou ou quoi, je parle de tout le monde. Ceux qui disent ça. Tu es sur TikTok, le gars pas te frapper, tu peux parfois même le muter si tu es sur ton propre live. Et là, on parle, et tu compares ça à un truc dans la vraie vie, où tu vas faire ça dans un quartier chaud, dans la rue, tu te prends une droite dans l'heure. Tu fais ça une journée, tu peux te prendre un coup de couteau dans la journée. Et je trouve que ceux qui te tiennent ce discours en disant « Ouais, mais il faut faire la critique, ça suffit, ça sert à rien », il y a un côté déconnecté. Et voilà. Voilà, il y a un côté aussi que, en fait, ces profs-là, c'est eux, en fait, qui vont subir. Parce que ils sont livrés leur sort. Tu vas lui donner un programme. Ils sont déjà lâchés. Même l'évolution, les trucs, ils les aident même pas. S'ils ont des problèmes, ils savent très bien. D'ailleurs, je te dis une chose, peut-être que tu sais pas. Mais Samuel Paty, tu sais qu'il était convoqué en conseil de discipline. Il était convoqué. Il allait. Mais les profs le savent très bien. Ils savent très bien que
l'éducation nationale, avec la bouche, ils sont avec eux. Mais dès qu'il y a des problèmes, c'est débrouille-toi, Coco. Et ils ont raison, du coup, on ferait tous la même chose à leur place. C'est-à-dire qu'à leur place, tu sais que ta hiérarchie, elle est contre toi. S'il y a un problème, ce sera toujours toi le problème. C'est-à-dire, si les familles se réunissent, etc., c'est sur toi que ça va retomber. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas sauter une partie du programme ou l'alléger, ou est-ce que tu vas faire le fou furieux et t'amener plein de problèmes et être lâché? Même pas ta hiérarchie, elle va te tirer dans les pattes et quitte à te mettre un avertissement, un blâme. Évidemment, t'es aidé par ça, personne. ça, c'est un problème par rapport à la valeur de l'éducation scolaire. Parce que ça, ce qui se passe en France, jamais de la vie, tu vas le voir se passer dans certains pays asiatiques comme la Corée ou le Japon. Là où l'éducation, c'est tellement strict, c'est tellement important dans la vie de quelqu'un, il va jamais, dès qu'un prof entre à la salle, c'est quelqu'un de tellement respecté parce que c'est de lui que dépend l'avenir de ses étudiants. C'est pas la même chose en France. On voit en fait certains phénomènes se répandre. Comme tu le dis, ça c'est pas qu'en France, hein, ça c'est vraiment dans une majorité des États ou bien des pays. Le système d'éducation, en fait, ce qui est un peu, en fait, il y a des éléments qui s'en foutent. Il y a des éléments qui s'en foutent d'éducation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Au pire, ils vont se faire quoi? Renvoyer, ils s'en foutent aussi. Là où dans certains pays, tu ne peux pas faire ça. Je te dis, au Japon, c'est tellement déterminant dans ton avenir, tu ne peux pas déconner. Bien au contraire, tu dois t'impliquer à fond. Et malheureusement, c'est pas le même système en France, même si je suis pas totalement d'accord avec le système au Japon, mais je te dis vraiment par rapport à la valeur qu'on donne en fait à ce système. C'est un système un peu, on va dire, facile d'accès et facile à... Tu peux être exclu. Par exemple, je te donne un exemple, là, je sais pas si c'est comment, mais tu peux pas être exclu en fait du système scolaire français. C'est-à-dire, je fais n'importe quoi, j'écoute pas le prof. Je peux me faire exclure temporairement, je peux me faire exclure définitivement, mais je peux pas me faire exclure de ma scolarité. C'est-à-dire, je suis juste exclu de mon établissement. Au lieu d'aller à l'établissement A, eh ben, on me dit t'es exclu définitivement, ben, je vais à l'établissement B. Parfois, ça peut être embêtant, hein. Parfois, il peut être plus loin, et ça, c'est tant pis pour moi. Mais si je suis dans une zone très urbanisée, ce sera pas très loin. Et du coup, eh ben, moi, je trouve que le fait de ne pas pouvoir exclure, je critique pas, hein, parce qu'il faut pas être aussi tombé dans l'ultra-crépidarisme, c'est-à-dire de faire, nous, on est là, on est assis, on fait semblant de mieux savoir comment diriger un pays, alors que, bah, justement, tu as l'élite d'un pays qui le fait très bien. Il y a aussi une raison pour laquelle on ne les exclut pas, parce qu'on sait, et à mon avis à juste titre, qu'un élève qui est exclu, déscolarisé, il a très de fortes chances d'être délinquant. Donc, tant qu'avant 16 ans, et même après, on fait tout pour le scolariser. Et donc, en fait, l'exclusion, entre guillemets, définitive, elle est que symbolique dans les faits. Ouais. Exactement. Je te donne juste quelque chose vraiment par tête. Par exemple, si tu mets en place un système où chaque enfant il a sa chance pour intégrer l'école qui est gratuite, vraiment c'est tout fourni par l'État. Les parents ne doivent rien payer, les enfants non plus. Moi j'estime que tout enfant doit avoir cette chance. Vraiment, parce qu'il y a des familles pauvres, des familles riches qui vont aller au privé, peu importe. Mais j'estime que dès le moment où tu vas compromettre à cette chance, et que tu te fais exclure, tu dois avoir une exclusion, on va dire, définitive d'un établissement. Et le seul moyen de avoir une chance, c'est de vraiment payer ta place. Vraiment comme si tu intègres une école privée. Et ça, en fait, ça va juste faire en sorte que les parents vont accorder plus d'importance à ça. Parce que, disons, un père qui voit son enfant être exclu d'une école, c'est sûr qu'il va mal réagir, mais au fond de lui, il va essayer de trouver la solution. C'est quoi la solution? Il y a des solutions, il va intégrer notre école. Et s'il s'agit de payer, vraiment, tu dois mettre la main à la poche pour redonner une chance à ton enfant, la chance qu'il a gâchée. Et bien là, les parents vont faire quoi? C'est que dès la première chance, ils vont tout faire pour que leur enfant ne va jamais jusqu'à l'expulsion. Et ça, tu le vois, par exemple, un enfant, imagine tout ce qui est payant, qui a plus en fait d'importance, surtout pour des familles qui ne peuvent pas se le permettre. Tu vois, quand tu as une famille qui est pauvre, elle a sa chance. Tous ses enfants vont être scolarisés.
Mais s'il y a des enfants qui commencent à déconner, commencent à avoir des avertissements et que les parents ne réagissent pas assez pour le freiner, et vraiment de lui faire comprendre que voilà, on est une famille, on ne peut pas se permettre que tu te fasses exclure et après mettre la main à la poche. On ne peut pas se permettre ça. Donc, si tu vas faire ça et tu te fais exclure, si tu continues, tu te fais exclure, ton avenir sera gâché, tu seras un sans diplôme. Voilà. Donc, ça, je te dis vraiment, c'est pas ce qu'il faut faire. Je te dis juste un exemple où redonner en fait une certaine valeur au système éducatif. Ça peut passer par d'autres moyens, pas que le fait de payer. Vraiment, pour moi, il faut que l'enjeu de ton bilan de ta scolarité soit déterminant aussi. C'est bien beau d'avoir en fait un diplôme à la fin. Tu as eu en fait des bonnes notes ou des mauvaises, ok. Déjà rien que ça, si tu as des bonnes notes ou des mauvaises, au final, c'est le même diplôme. C'est pas les mêmes chances ou bien qui vont être ouvertes, etc. par rapport aux universités, mais à la fin, c'est le même diplôme. Mais si entre-temps, tu as été un élément qui a compromis à l'éducation de d'autres enfants, tu as été un élément qui a fait des dégâts, que ce soit matériel, tu as eu un mauvais comportement, ça, en fait, ça doit être inclus dans le bilan scolaire. Et comme ça laisse une trace. Quand il y a une trace, ça pourrait empêcher plusieurs en fait, éléments de vraiment faire gaffe à ce qu'ils font. Sinon, Je me permets de te demander de faire la conclusion parce qu'il va falloir que j'aille dormir et juste si j'ai un truc à te dire après là-dessus rapidement en privé. bon, enfin, si. Donc, pour revenir en conclusion, je dirais que tous ces phénomènes qu'on subit, surtout en France, hein, bah, on parle de la France plus spécifiquement, ce qu'il faut autoriser, ce qu'il faut laisser, etc. Au final, c'est une question qui va bien plus loin que ça. C'est pas une question d'autoriser ou bien d'interdire le voile, ou bien de s'attaquer ou pas aux dogmes religieux islamiques, par exemple. Ça va bien plus profondément que ça. Parce que, comme on l'a dit, il y a des répercussions qui peuvent s'y faire vis-à-vis des profs, vis-à-vis de d'autres élèves qui seront harcelés, de d'autres familles qui seront harcelées ou bien menacées. Donc, il y a tellement d'éléments autour que c'est une question où il faut vraiment un développement très, très précis. Et pour mettre en place, on va dire, des solutions à tout ça, c'est vraiment encore plus compliqué. Mais pour résumer, ça doit se faire si on prend en fait ce qu'on a déjà sur le terrain. Ça doit se faire dans la douceur des choses. Il faut vraiment essayer d'enlever certains effets de mode. Par exemple, le voile qui devient un effet de mode ou bien juste un effet de copier ce que les autres font. Ça, il faut vraiment chercher des solutions à ça pour par exemple, empêcher Ce sujet, je trouve que on l'appelle le monsieur islam de Macron. Il a mis le point pour moi, sur l'un des centres du problème qu'il y a pour l'instant été ignoré, c'est Internet. C'est comment ça se fait, il le dit lui-même, hein, comment ça se fait que quand je cherche un truc sur l'islam, les premiers sites que je tombe, c'est des sites de salafistes, c'est Islam QA, Islam Web, pour l'avoir fait toi aussi, tu le sais. Et il dit ce n'est pas normal que Google, et on devrait faire des choses au niveau de l'Internet aussi, qui a été délaissé. On a fait des choses au niveau des livres, et encore, c'est un peu léger, mais c'est-à-dire que concrètement, au même titre que la vague salafiste, elle est née de ce type de médias, eh ben, il faut un contrôle plus restrictif de ce qui nourrit en fait une partie d'endoctrinement. Parce qu'une partie d'endoctrinement, c'est pas les parents. Et d'ailleurs, en particulier radical, c'est même pas du tout les parents. La plupart du temps, c'est Internet. Et donc, on peut pas laisser des textes, même à la FNAC. Un gars qui l'avait fait, Damien Rieu, avait partagé un texte, un livre de hadith qui a appelé à notre mort. Ce n'est pas possible en fait. Comment tu veux faire la critique? Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de faire la critique, mais est-ce que c'est normal de laisser, ça c'est une question presque philosophique, parce que là, on parle de liberté religieuse et tout, mais de laisser des textes qui appellent à la mort des apostats, est-ce que c'est normal? Alors oui, il y a la liberté religieuse, je sais pas, peut-être qu'il faudrait imposer qu'à chaque fois qu'il y ait ce type d'appel au meurtre, il faut que ce soit un petit peu, comment dire, recontextualisé, tu vois, par exemple. Mais que ce soit pas laissé juste comme ça.
Et ça fait que tous ces textes violents, tous ces sites violents, ils soient mis en premier. Tu fais une recherche, tu tapes islam, je sais pas moi, un domaine, n'importe quoi, et ben tu vas trouver qu'il faut faire des guerres, qu'il faut tuer, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Ah, je trouve Yanis, ce monsieur islam, il a mis le doigt là. ouais, Yanis, il y a un truc encore plus choquant qui va dans ce que tu viens de dire. Parce que effectivement, si tu cherches l'islam, on va dire, sur les moteurs de recherche, ce que tu auras, c'est vraiment des recherches salafistes, quand tu l'as dit, des appels au meurtre, des textes vraiment dangereux et néfastes. Et en même temps, on n'a jamais, en tout cas très très peu d'articles de médias qui parlent de ça. Vraiment, c'est paradoxal. Tu as en fait, vraiment, tu tapes le nom d'une religion qui est censée être une religion de paix, et les premiers trucs que tu vois, c'est vraiment des appels au meurtre. Pourquoi ne pas parler de ça? Pourquoi ne pas en faire des critiques, une critique directement sur des médias? Ou bien laisser, tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis, moi par exemple, il y a un truc, ça m'est arrivé avant-hier, parce que je suis en pleine recherche je suis en train de chercher sur les hadiths, des hadiths, certains hadiths, spécifiquement des hadiths qui ont été censurés par on va dire, les tenants de la religion en elle-même. Et pour retrouver ces hadiths, eh ben, je te jure que la censure, elle va loin. Parce que vraiment, pour les retrouver, par par exemple, il y a un hadith qui, c'était le cousin du prophète Ali ibn Abi Talib. Et dans ce hadith-là, c'était Ali qui traite Abu Bakr et qui traite Omar ibn Khattab et qui les traite de menteurs, qui les traite de manipulateurs, qui les traite voilà, qui les traite, attends, comment on appelle ça? Je vois quel genre de hadith tu parles. Mais il y a aussi des hadiths de ce genre où je sais pas si tu très difficile à retrouver, où tu as Omar qui a fouetté son fils à mort parce qu'il avait bu de l'alcool. Ouais, Oh ouais, oui, ce genre de hadith. ça, dans ce hadith-là, c'est un énorme hadith, hein. Il fait 2 pages de texte. Et dans ce hadith-là, vraiment, on t'explique que c'était une question d'héritage et que pour cette question d'héritage, Ali ibn Abi Talib, il a traité en fait Abu Bakr et Omar de menteurs, de manipulateurs, de mauvaises personnes, et surtout comment on appelle ça, euh, genre les harkas. Et je l'ai peut-être, ce hadith. Est-ce que c'est en rapport avec une femme veuve? Oh, non, non, Parce que j'ai vu un c'est hadith pas. comme ça, une histoire d'héritage où ils se sont réunis justement parce qu'ils comprenaient rien, ils savaient pas comment réagir. Bah écoute, par contre, là, il va falloir vraiment. Et- Je précise hein, pour les gens, il est 1h40 du matin. Voilà, pour que les gens comprennent aussi. Et là, moi, je m'endors. Mais en tout cas, euh, c'est très intéressant. Je pense que les gens vont te remercier fort euh, d'être venu, nous avoir donné de ton temps et d'avoir eu cet échange qui était quand même enrichissant de part et d'autre, je pense. Plus apaisant et plus apaisé aussi que l'échange que avec Duke, etc. Et voilà. En tout cas, on te remercie beaucoup et puis bah, je te souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Et merci.